tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde, vous le savez, diffusé dans 200 pays et en 22 langues. Et mon invité ce matin, eh bien, c'est Ségolène Royal. Bonjour, Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous voit à la télévision, peu sur ce plateau. Ça fait 1 an, pile, pratiquement, que vous étiez chez nous. Face au territoire, une émission qui est réalisée en collaboration avec Ouest France, avec Nice Matin, avec 20 minutes, avec France Antilles, avec le magazine Le Point et le magazine Géostratégie. Nous allons donc aborder tous les thèmes de l'actualité avec vous, Ségolène Royal. Un des thèmes dans l'actualité, c'est les bisbilles au sein de l'exécutif, du gouvernement. On a vu que, en tout cas les gazettes rapportent que Gabriel Attal avait sa stratégie présidentielle. Le président de la République a, semble-t-il, quelques problèmes avec son ministre de l'économie et des finances, qui n'est pas sur la même ligne que l'exécutif. Il n'est d'ailleurs pas sur la même ligne que son Premier ministre non plus. Vous qui avez eu l'expérience du pouvoir, ça peut durer longtemps. Ce sont juste des problèmes de communication ou ce sont des problèmes de fond? Vous qui avez été en charge au gouvernement d'un ministère très important, comment ça peut se passer concrètement, que les gens comprennent? Déjà, les gens ne comprennent pas, justement. Ils ne comprennent pas que face à des difficultés aussi importantes telles que celles auxquelles nous sommes confrontés, il y ait des dissensions gouvernementales de cette nature. Mais ça a toujours existé. C'était vrai aussi lors du quinquennat des quinquennats précédents. Souvenez-vous des frondeurs, par exemple, et puis des dissensions, bien sûr, au sein du gouvernement. Donc, ça se savait moins, il y avait moins de moyens de savoir. Peut-être que ça se savait moins, ou peut-être qu'on a aussi un petit peu oublié, parce que c'est pas ça qui reste finalement d'une histoire gouvernementale. La gouvernance du pays, ce genre de choses. Vous qui avez eu l'expérience au gouvernement. Ça dépend, parce qu'à la limite, ça peut aussi mettre sur la table... Nourrir des débats. Nourrir des débats, mettre des visions différentes, au fond. Parce que la question, c'est de la définition de la ligne de la politique économique et de la politique sociale. Et là, quand on voit le débat étalé sur la place publique, sur le fait de savoir si il faut réduire les dépenses ou augmenter les recettes, c'est un vrai débat politique. C'est pas un problème d'exercice du pouvoir, plutôt. Un président extrêmement jupitérien depuis le début, très centralisateur, qui prend toutes les décisions. Un Premier ministre très jeune, 34 ans, qui a forcément peu d'expérience, même s'il a une expérience ministérielle. Vous l'aimez bien d'ailleurs, je crois, Gabriel Attal. Vous le connaissez depuis longtemps. Oui, bien sûr, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie, au fond, institutionnelle de la Ve République qui apparaît beaucoup plus aujourd'hui qu'avant ? Mais là, vous faites référence à la structure même de la présidentialisation du système politique de la Ve République. Mais vous savez, dans une époque qui est différente. Mais moi, ma conviction, par rapport à ceux qui disent qu'il faut changer la Constitution, je pense qu'il y a différentes façons d'habiter les institutions. Et on pourrait très bien avoir un fonctionnement collégial, tout en gardant, bien sûr, un pouvoir de décision vertical. Donc, ce qu'il faut, c'est articuler la verticalité. Trop jupitérien, Emmanuel Macron ? Non, mais à la limite, le commentaire sur l'exercice du pouvoir, il peut se faire. La question, c'est de savoir quelles décisions sont prises. C'est ça que les Français veulent savoir. Si on se remet à la place des Français, ils veulent savoir quelle est la ligne politique, quelles décisions seront prises. Comment est-ce que les décisions sont à la fois justes et compréhensibles ? Comment est-ce qu'elles préparent correctement le futur et l'avenir ? Et comment on sort de la politique par la peur, précisément ? Donc, pour reprendre cette question-là, est-ce qu'il faut diminuer les dépenses ou augmenter les recettes ? On va y venir. Moi, ma position, c'est de dire qu'il faut relancer... Alors, on va y venir, justement. On va, j'allais dire, égrener ces thèmes d'actualité dans un instant. Stéphane Vernet va commencer avec nous. Il dirige la rédaction à Paris de Ouest France. Il est sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour. Vous dirigez le plus grand quotidien francophone du monde. Voilà, la rédaction, à Paris. Bonjour Ségolène Royal. En fait, j'aurais aimé commencer cette interview par vous poser une petite question. Je voulais savoir, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui ? Est-ce que vous vous définissez plus comme chroniqueuse ? Vous êtes toujours une femme politique ? Quels sont vos engagements ? Moi, je suis Ségolène Royal. C'est une marque déposée. Je n'ai pas besoin de me situer. C'est une marque. J'ai fait ce qui. C'est une marque qui marche. Voilà. C'est-à-dire, je contribue au débat public. Et vous savez, j'écris beaucoup. J'ai publié différents ouvrages. Et je pense qu'écrire et penser, c'est déjà agir. Il ne faut jamais cesser de penser, comme disait Hannah Arendt. C'est déjà agir. Et j'essaye de mettre mon expérience politique, mon expérience d'action au service du débat public. Donc, c'est vrai que cruauté du monde, c'est votre livre. L'édition du Rocher, il est derrière vous. Exactement. Et vous avez exprimé cette
approche particulière que vous avez de la vie et de la Tout à politique fait. dans ce livre. Tout à fait. Stéphane Vernet. Alors, fin août l'année dernière, vous aviez créé la surprise aux journées d'été de la France Insoumise en proposant de conduire une liste d'union des gauches et des écologistes éventuellement pour les européennes. Ça ne s'est pas fait. Vous le regrettez ? Oui, Vous auriez. bien sûr. Vous savez pourquoi je le regrette? Pas pour moi, ni pour la gauche, mais pour le pays. Si les listes de gauche étaient unies, il y aurait un vrai débat politique. Là, la gauche étant divisée, la gauche ne peut pas réussir, comme disait François Mitterrand, dans la division. C'est impossible. Alors bien sûr, il y a des divergences entre les différentes gauches, mais ce qui nous rassemble à gauche par rapport à l'histoire que l'on défend, par rapport à l'émancipation des peuples, par rapport à la justice sociale, par rapport à l'enjeu écologique, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Et la responsabilité des leaders de gauche a toujours été plus difficile que pour la droite de s'unir à gauche, justement parce qu'il y a des sensibilités différentes. La responsabilité des leaders de gauche, c'est l'union. Et là, une fois de plus, c'est la désunion. Il n'y a pas d'union, c'est la désunion, mais est-ce qu'il y a l'une ou l'autre des familles politiques concernées à gauche qui vous ont approché, qui vous ont proposé? Est-ce que vous avez fait partie des tractations pour être sur une liste? Et si oui, laquelle? Oui, j'ai pu être sollicité, mais c'est pas le sujet. Ça m'intéresse quand même, non, mais ça c'est pas le sujet. Vous ne pouvez pas nous dire qui non, vous c'est a pas approché? non, parce que je ne réduis pas la politique à des. Là, j'ai pris une initiative forte qui était publique. Oui. Je pense qu'elle aurait réussi. Je pense que la capacité de rassemblement à la fois de la sensibilité environnementale et écologique, je suis plus écologiste que certains écologistes, en tout cas sur une ligne d'écologie non punitive et d'écologie au service du bien-être, au service de la croissance verte. La question aussi le rassemblement entre les socialistes et LFI. Donc je pense que nous aurions réussi à faire... En tout cas, si les appareils politiques n'étaient pas venus dans ce rassemblement, je suis convaincu que les électeurs seraient venus. Parce que l'aspiration profonde des électeurs de gauche, c'est l'union. Bon, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce qu'il y a des égos dans les appareils politiques et que ceux qui se nourrissent des égos politiques, je vais vous dire, ils préparent l'échéance suivante. C'est absurde. Vous êtes dépourvu d'ego vous-même? Je pense être dépourvu. Vous l'êtes devenu? Je pense que c'est des reproches qu'on vous faisait avant la présidentielle. mais je pense que c'est ce qu'il y a de pire. L'ego en politique et l'ego dans la vie en général. C'est ce qui fait faire des fautes, c'est ce qui fait faire des erreurs. Vous reconnaissez une forme de mea culpa là-dessus? Non. Jamais? Je pense que je Vous n'ai n'avez jamais jamais été prise considéré dans que la vous question de aviez l'ego. un grand Je ne ego? crois pas. Je pense que j'ai toujours été au service du travail que j'avais à faire et de la cause que j'avais à défendre. Je ne pense jamais tomber dans cet écueil de l'ego. Je pense pas. Juste pour terminer le sujet européen, le 9 juin, qui soutiendrez-vous? Est-ce que vous allez soutenir? Eh ben, c'est une vraie question. Ah, vous la posez encore? Oui, parce que je crois que la gauche divisée ne mérite pas, finalement, qu'on vote pour une liste pour des listes qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas été suffisamment Donc vous savez pour qui vous ne au voterez service pas, des mais autres. vous ne savez pas pour qui vous votez. Donc, je regarde aussi. Il y aura peut-être des petites listes. S'il y avait une liste d'agriculteurs par rapport à cet enjeu cet enjeu considérable de ce mouvement social agricole qui touche l'ensemble du modèle social français, oui. La liste socialiste, j'entendais quelqu'un l'autre jour dire, mais est-ce que c'est pas une imposture? C'est vraiment la question que je me pose. Je dis, mais pourquoi c'est une imposture? Parce que je découvre, je ne savais pas en 2019, que la tête de liste dite socialiste, aujourd'hui, avait soutenu Nicolas Sarkozy en 2007 et s'était essuyé les pieds sur François Mitterrand en disant qu'il avait supporté deux septennats de François Mitterrand et qu'il s'était encaissé Jacques Chirac. Donc il cartonnait François Mitterrand et Jacques Chirac alors qu'il avait 2 ans en 1981. Donc on lui dit, mais alors vous avez fait des sittings dans la crèche ou des lancers de On ne sait pas encore qui vous soutiendrez pour le 9 juin, mais on a compris que vous ne soutiendrez pas la non, liste parce que Glucksmann, place publique PS. voilà, parce Bon. que je pense que c'est... Stéphane comme disait Vernet, l'autre, c'est un peu une imposture. Juste une question d'actualité qui n'a rien à voir. Hier, au Conseil des ministres, le projet de loi sur la fin de vie a été présenté. Quel est votre regard sur le concept d'aide à mourir? Je pense qu'il faut être très prudent et ne pas se laisser aller dans un sens ou dans un autre par les expériences que l'on a vécues. Il ne faut pas que ce texte soit porté par des élus qui ont eu à souffrir justement de leurs proches, d'un proche qui n'a pas eu accès au droit à mourir. Parce que la question moi, j'ai été confrontée à cela. D'ailleurs, je commence mon livre par cela. C'est-à-dire que je commence mon livre par les visites que je faisais à ma mère en EHPAD.
Et je n'avais pas été confrontée à la fragilité du grand âge, parce que mes grands-parents étaient décédés plus tôt dans leur itinéraire de vie. Et là, j'ai découvert l'extrême fragilité du grand âge. Et donc, ce qui est à craindre, si ce droit à mourir, alors qu'on aurait besoin, honnêtement, je fais un petit aparté dans le contexte dans lequel nous sommes, plus de textes sur le droit à vivre, tellement de textes pour la jeunesse, que la jeunesse ait envie de vivre et ait envie d'avoir des enfants. Ça, c'est un vrai sujet. Et cette vulnérabilité du grand âge peut laisser la voie ouverte à toutes les pressions, en disant maintenant, tu sais, t'as fini ta vie, tu sais, ça coûte cher, le grand âge, tu es sûr que tu veux... Qui va mettre les personnes les plus vulnérables à l'abri des pressions de l'entourage pour des raisons matérielles et pour des raisons financières? C'est Ségolène a-t-on le droit de faire Royal ça? Je ne le crois pas. qui est notre invité ce matin dans Face au territoire sur TV5 Monde. On va écouter Chaunu, il est dessinateur et collaborateur à Ouest France. Il a une question à vous poser sous forme de dessin. C'est la tradition de cette émission. On l'écoute. Ségolène Royal, bonjour. Quand on parle éducation et jeunesse, on ne peut pas dire que vous incarniez une gauche permissive, héritière de 68. L'actualité est traversée par une vague de faits divers, ou plutôt de faits de société. De Montpellier à Vitry-Châtillon, police du vêtement, passage à tabac, lynchage, crime d'honneur, le tout amplifié par les réseaux sociaux. Voici ma question. Face à cette barbarie juvénile, faut-il lever l'excuse de minorité ? Alors, l'excuse de minorité, je comprends ce que vous voulez dire. L'excuse de minorité, ça veut dire que reconnaître que ce que fait un mineur est aussi grave que ce que fait un majeur. Elle a été déjà levée, d'ailleurs, l'excuse de minorité, puisque les sanctions sur un mineur de 13 ans peuvent être très fortes. Contraignantes. Donc ça, de fait, oui, parce que... Et d'ailleurs, elle est déjà... C'est plutôt dans le jugement. Elle est déjà réalisée. Mais dans la sanction. Je pense qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire empêcher que ces actes ne surgissent, ne surviennent. Et en effet, moi, je suis pour j'avais même fait voter une loi sur l'autorité parentale. Donc, je crois que la question, d'abord, du rétablissement de la police de proximité, qui est quelque chose d'essentiel. On ne voit plus la police et la gendarmerie dans la rue. Moi, je suis pour l'entrée. C'est un tabou, mais j'avais mené, quand j'étais ministre de l'enseignement scolaire, des opérations expérimentales qui permettaient d'associer la gendarmerie ou la police de proximité aux établissements scolaires, avec la police ou la gendarmerie qui rentrait dans l'établissement scolaire, qui venait parler aux élèves des droits et des devoirs, etc. La police et la gendarmerie aux abords des établissements scolaires, ça me paraît quelque chose de très important. Et surtout la cohérence entre les adultes référents. Vous voyez, la cohérence entre les enseignants, les parents et les autorités, et ceux qui incarnent l'autorité dans l'État. La une de la Ouest nation. France, Stéphane Vernet. La déclaration de revenus, c'est cette saison, le numérique a tout changé. Merci Stéphane Vernet, qui dirige la rédaction de Ouest France à Paris. Voici Denis Caro, en duplex et en direct de Nice Matin. Bonjour Denis Caro, vous êtes à Nice et on démarre, on continue sur ces violences des jeunes dans la société. Oui, bonjour Ségolène Royal. Chaunu vient de poser la question de l'excuse de minorité, mais on le voit, les jeunes impliqués dans les violences sont de plus en plus jeunes justement. Certains faits sont constatés dès l'école. Quelles sont les réponses à apporter à cette violence de plus en plus jeune ? Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a eu une explosion de cette violence ? Il faut le redire aussi, ce qui s'est passé pendant le confinement, où les jeunes, très jeunes même, ont été confrontés pendant des heures et des heures sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo ultra-violents, sur la pornographie également. Donc, et en sortant du confinement, ce mode de vie a continué. Et il n'y a pas eu de prise en charge de cette problématique au niveau national, de soins apportés à cette question-là, de remise en situation des parents qui ont été démunis par rapport, et qui sont démunis par rapport à ce que vivent et ce que regardent les adolescents. Et les parents n'ont aucune idée de ce que voient leurs adolescents sur les réseaux sociaux, aucune. On parle jamais des jeux vidéo, mais les jeux vidéo sont d'une extrême violence, violence verbale, violence physique, avec une déconnexion. C'est-à-dire certains jeunes vivent maintenant dans un monde virtuel où on peut tuer, de toute façon ceux qui sont morts, ils se relèvent dans les jeux vidéo. Et puis l'exposition à la pornographie aussi. Sachez, Denis Caro. je le répète une fois de plus,
plus, parce que j'ai beaucoup lutté contre l'accès des enfants à la pornographie, qu'un enfant qui est confronté à des images, ou un adolescent qui est confronté à des images pornographiques a les mêmes symptômes qu'un enfant qui subit un abus sexuel. Donc cette extrême violence dans laquelle les jeunes ont été confrontés parce qu'il y a eu le confinement sans accompagnement éducatif pendant le confinement, il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont a été gérée cette période-là. Et à la sortie, eh bien, c'est devenu finalement l'habitude. Donc, il faut revenir à cette question-là, poser la problématique, aider les parents, éduquer les parents à la façon dont ils parlent et dont ils gèrent l'accès aux écrans de leurs enfants, pas facile quand on est adolescent. Beaucoup de femmes aussi sont seules, de mamans sont seules avec leurs adolescents parce que les pères ne prennent pas beaucoup leurs responsabilités, on le voit aussi. Et cette cohérence entre les autorités dans une société, comme je le disais tout à l'heure, entre les autorités éducatives, les autorités familiales, et qui souvent ne disent pas la même chose ou ne vont pas dans le même sens. On voit maintenant des parents, par exemple, qui contestent les sanctions qui sont prises par l'école au lieu de soutenir les enseignants. Mais ça ne se voyait pas, ça, autrefois. Denis Caro. Votre enfant, il était sanctionné, vous souteniez les enseignants qui avaient sanctionné l'enfant. Aujourd'hui, il y a toujours un doute. Oui, mais est-ce que mon enfant est victime d'une injustice ? Mais non, il faut de la cohérence et du soutien. Obligé d'avancer un peu, Denis. Oui, vous évoquez le rôle des réseaux sociaux. Emmanuel Macron souhaite réguler l'accès des enfants aux écrans. Est-ce qu'il a raison de le faire ? Il a constitué pour cela un groupe d'experts. Oui, bien sûr. Il faut absolument le faire. Vous êtes candidate à être dans ce groupe d'experts ? Non, non, parce que c'est... Vous vous impliquez, c'était pas une question piège. Ils sont en responsabilité. Non, mais je peux donner mon avis comme ça extérieur. Mais d'abord, l'interdiction, le non-accès des enfants de moins de 3 ans aux écrans, c'est absolument crucial. Et il y a plein de parents qui ne le savent pas. Ou il y a des enfants qui sont confiés à des nourrices qui les mettent toute la journée sur les écrans. Pour les occuper. Ça, c'est un vrai problème sur le développement mental des enfants, sur l'obésité ensuite des enfants, sur la déconnexion des enfants par rapport au monde. Et je vais vous dire, ce qu'on ne dit jamais, c'est que les parents sont considérablement responsables. Parce que vous avez des parents qui sont sans arrêt sur leur portable et qui vont interdire les écrans et le portable à leurs enfants. Mais c'est trop tard. J'ai même vu récemment, dans le train, j'ai failli intervenir, mais non, je ne l'ai quand même pas fait. Il y avait 2 parents avec leur téléphone portable, et ils avaient un bébé. Ouais. Et donc, le bébé, ils sortent le biberon, etc. Tout très sympa. Ils sont restés sur le téléphone portable. La maman qui donnait le biberon avait le téléphone portable. Le bébé cherchait Denis Caro, ça vous arrivera pas. Le contact visuel. Non, mais je donne cet exemple qui est flagrant, parce qu'on fait la leçon aux enfants. Mais si les adultes et les parents sont toute la journée, ou quand ils sont avec leurs enfants sur leur portable, c'est un problème éducatif, en fait. Bon exemple. Denis, rapidement, s'il vous plaît. Pardon, je suis un peu long. Ségolène Royal, le service militaire a été supprimé. Un service national universel a été mis en place à l'attention des 15-17 ans, mais sur la base du volontariat. Est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin pour éduquer les enfants, remettre du lien social, favoriser la mixité ? Oui, vous savez, depuis le temps, j'étais contre la suppression du service national parce que c'est un rite initiatique. Il n'y a plus de rite initiatique aujourd'hui pour les jeunes. Donc, moi, je suis pour l'encadrement militaire des prédélinquants, pour redonner du cadre aux jeunes. Et je suis pour le rétablissement d'un service adapté au temps présent, mais d'un service obligatoire, d'un rite de passage intelligent avec pourquoi pas des grands chantiers environnementaux, par exemple, qui redonnera un cadre aux jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un cadre dans leur famille. La une de Nice ce matin, Denis Caro, on la voit actuellement à l'écran. La une de Nice matin, la fin de l'emploi à vie avec le débat lancé par le ministre Stanislas Guerini au sujet de la possibilité de licencier des fonctionnaires. Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin, qui inclut Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Merci beaucoup, Denis. Cyril Boutier, votre confrère directeur éditorial de France Antilles, a une question à poser à Ségolène Royal. Il est à Fort-de-France, on l'écoute. Bonjour Ségolène Royal. Il y a un peu plus d'1 an, sur ce même plateau, vous évoquiez les territoires d'outre-mer qui, selon vous, devraient être à l'avant-garde des solutions concernant les énergies renouvelables, notamment pour créer des filières de formation s'adressant à notre jeunesse. À votre avis, a-t-on progressé dans ce domaine ?
Est-ce qu'on a progressé? Malheureusement, je pense qu'on a plutôt reculé parce que la loi que j'avais fait voter de transition énergétique qui donnait justement des moyens dans les Outre-mer avec les territoires à énergie positive. C'est parce que je suis convaincue que les révolutions se font par les périphéries et les territoires d'outre-mer qui ont l'énergie solaire en particulier, l'énergie de la chaleur de l'océan en particulier. J'avais lancé des opérations expérimentales avant-gardistes sur tous ces sujets. Par exemple, j'avais dit, mais tous les aéroports de tous les Outre-mer doivent être couverts de centrales solaires, par exemple. Et malheureusement, tout a été détricoté. Tout a été détricoté par les successeurs. Et vous voyez, dans le domaine environnemental, il faut de la constance, il faut du suivi. Longueur de temps. Il faut du longueur de temps. Il ne faut pas bousculer les règles, parce que sinon, les entreprises ne peuvent plus investir si elles se disent « Ah ben non, dans 2 ans, le ministre change les règles. » Et ça, c'est dommage, mais ce n'est pas trop tard. Royal, qui est notre invité dans Face au territoire ce matin. Dans un instant, Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes, est sur ce plateau. Bonjour Floréal. Bonjour Cyril, bonjour Ségolène Royal. Ségolène Royal, est-ce que vous rêvez un destin à la Roselyne Bachelot, chroniqueuse à la télé, une émission télé à vous et hop, de nouveaux ministres? Mais vous savez, je n'ai pas d'itinéraire personnel ou projeté. Je fais dans le moment présent ce qui est intéressant, ce qui me permet de continuer à échanger des idées, à faire part de mon expérience, notamment dans le domaine de l'éducation civique ou de l'éducation environnementale. De C8 à TV5 Monde. Voilà, et en respectant tous les publics. Est-ce que vous, dans votre pastille, Ségolène explique, vous expliquerez les élections européennes qui arrivent sous peu sur le plateau de Cyril Hanouna? Non, parce que je m'abstiens d'intervenir sur le débat politique des européennes. Par exemple, là, ce soir, je vais faire quelque chose sur l'accès aux écrans. Pourquoi est-ce qu'il faut contrôler et interdire je viens un petit peu d'en parler. C'est parfait, vous avez grillé Cyril Hanouna, je vous remercie beaucoup. En parlant avant chez nous, vous avez grillé l'émission de ce soir, je vous remercie beaucoup. Voilà. Est-ce que vous signez pour une saison 2 de TPMP? Est-ce que vous allez enchaîner l'année prochaine? Je ne sais pas, mais non. Est-ce que vous avez envie? Ah, mais je ne sais pas. Vous ne savez pas si vous avez envie? Chaque semaine, je décide. Oui, mais vous savez si vous avez envie de prolonger quel est le sujet, là? On parle de la France, là. Il y a d'autres enjeux que de savoir si ce que je fais. C'est aussi une personnalité qui compte. Mais je vais vous c'est votre actualité régulièrement. Moi, rien ne me dégrade. Et tous ceux qui m'ont critiqué... On n'a pas dit... On n'a pas dit que ça vous dégrade. Je ne parle pas de vous, mais comme j'ai été critiqué, moi, je respecte tous les publics. Et ce que j'ai à leur dire, et donc j'ai proposé ce module d'éducation civique. Et je vois que ça intéresse énormément. Et quand je rencontre des gens dans la rue, vous savez, l'autre jour, c'est la caissière je ne veux pas dire la marque, mais la caissière de la grande surface où je faisais mes courses, qui m'a dit « Ah oui, tiens, j'ai vu, vous avez expliqué ça, j'ai tout compris, je savais pas. » Vous voulez dire, aujourd'hui, il y a un accès aux gens qui est différent. Il y a un accès aux gens qui est différent et vous essayez d'emprunter cette voie. Public. Et regardez, le public là qui nous adressons aujourd'hui n'est pas le même que le public sur d'autres médias. Donc voilà, c'est... Dernière question. L'autre jour, sur le plateau de Cyril Hanouna, Quentin Bataillon, qui était président d'enquête de la commission sur l'attribution des fréquences TNT, est venu s'exprimer. Est-ce que vous comprenez la polémique et les critiques qu'il y a eu derrière sa présence sur le plateau télé? Oui, je comprends la polémique, mais en même temps, est-ce qu'elle n'était pas excessive? Parce que les auditions étaient terminées. D'une part. Donc il n'a pas manqué de réserve ou de discernement. Je vais vous dire, quand les socialistes lui ont tapé dessus, mais il y a un député socialiste qui est venu sur le plateau de TPMP le jour même de son audition. Et d'ailleurs, c'était très bien, il s'est très bien expliqué. Donc il ne faut pas qu'il y ait non plus deux poids, deux mesures. C'est tout. La une de 20 minutes, Floréal Hernandez. Oui, à propos de la série Anthracite qui arrive sur Netflix, et donc ce phénomène de personnes normales qui enquêtent, qui aident les enquêteurs à résoudre des enquêtes. Vous regardez les séries, Ségolène Royal, vous, ou pas? Le soir, chez vous, ça vous arrive? Ça m'arrive. Il y en a une qui vous vient à l'idée? Non, je ne vais pas faire de publicité pour une série plutôt qu'une autre. Merci Floréal Hernandez, dans un instant. S'il y a une série qui est extraordinaire sur Arte, c'est Tout comprendre en 45 minutes. Vous la connaissez, non? Oui, bien sûr. Non. Si, bien sûr. C'est avec une diversité de sujets. Alors vous regardez ça de votre plateau télé chez vous? Vous regardez ça en replay? Vous avez quelle habitude de téléspectateur? Non, en replay, oui. Armelle Le Goff, qui est directrice adjointe de la rédaction du Point, a une question à vous poser. Le magazine Le Point est partenaire de cette émission. On l'écoute, Armelle Le Goff.
Ségolène Royal, bonjour. Vous avez été à plusieurs reprises ministre de la Transition écologique. Aujourd'hui, les débats autour de l'environnement et de l'écologie font rage. Bruno Latour, philosophe et penseur des questions environnementales, disait que l'écologie, c'était la nouvelle lutte des classes. Est-ce que vous pensez, comme lui, que l'écologie doit être pensée aussi sur le plan sociétal et économique ? Bien sûr. Bien sûr que l'écologie doit être pensée aussi sur le plan des inégalités sociales. Regardez ce qui se passe dans le dérèglement climatique et dans le réchauffement climatique. Au niveau de la planète déjà, les pays les plus pauvres, qui sont déjà sous les latitudes les plus chaudes, sont les pays les plus impactés par le réchauffement climatique. Si on regarde au niveau national, le débat par exemple qui a eu lieu sur les agriculteurs, le principal problème aujourd'hui des éleveurs et des producteurs de fruits et légumes, c'est le dérèglement climatique. Donc, dans cette question de l'énergie, qui est vraiment la question centrale au niveau non seulement des modes de vie, de qualité de vie, mais aussi du pouvoir d'achat, on voit bien que le conflit autour des énergies fossiles est un sujet aussi social, puisque vous avez d'un côté au CAC 40 Total qui fait des super bénéfices et qui a spéculé de façon honteuse sur la question de la hausse du prix de l'énergie. Je suis désolé, je suis obligé d'avancer. Et de l'autre côté, donc une diminution du pouvoir d'achat des gens, alors que s'il y avait eu des investissements massifs dans les énergies renouvelables, on aurait une baisse du prix de l'énergie. Merci Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes. Dans un instant, Tom Benoît qui dirige la rédaction de Géostratégie Magazine est sur ce plateau. On continue avec Ségolène. C'est parce que les questions sont trop intéressantes, alors je suis obligé de répondre. Tant mieux si les questions vous paraissent intéressantes. Bonjour. Tom Benoît, le financement de la transition écologique. Alors la transition écologique, je dois rappeler que vous étiez opposé au glyphosate qui a été reconduit pour 10 ans sur notre beau sol européen en pleine période de transition écologique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que les lobbies puissent faire pression pour autoriser le glyphosate ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Et pas seulement le glyphosate, les Pas néonicotinoïdes qui ont été rétablis. Mais sur qui les fait pression notamment aux Antilles, comme vous savez. Voilà, mais sur notre sol européen. Oui, aux Antilles, il y a eu le chlordécone. Là. Mais au sein de la Commission européenne, qui est en responsabilité ne prend pas les bonnes décisions et sous les pressions de qui et à quel moment ? C'est très simple. En ce qui concerne tous les polluants agricoles, le glyphosate, les néonicotinoïdes, c'est la pression de l'agriculture intensive, de la grande agriculture intensive. Et d'ailleurs, remarquez bien que dans le mouvement social des agriculteurs, les petits agriculteurs, les éleveurs et les producteurs de fruits et légumes, ceux qui souffrent d'une diminution de leurs revenus, n'ont pas demandé le rétablissement des pesticides. Et est-ce là le danger peut-être d'avoir délégué notre souveraineté à une Commission européenne qui est, tendrais-je à dire, ça n'est pas mon avis, mais moins démocratique directement que l'Assemblée nationale, le CESE ou le Sénat, que nous avons toujours dans notre pays. Ça vaut sur plein de sujets. Ça vaut sur plein de sujets également. Sur le sujet de l'énergie en particulier, qui est le sujet crucial. Parce que si l'énergie n'avait pas flambé, on aurait eu plus de croissance en France. Mais justement, lorsque l'énergie a flambé, vous faites bien d'en parler, nous avons acheté du gaz de schiste aux Américains, aux États-Unis. L'extraction du gaz de schiste est interdite en France et en Europe, dans d'autres pays. Pourquoi est-ce que la Commission européenne n'a pas négocié avec les USA alors que nous avions pris des décisions communes, des sanctions communes, britanniques, européens, à l'encontre de la Russie avec les Américains, pour que les Américains n'augmentent pas de 40% les prix des gaz qu'ils nous exportaient? Tom Benoît, s'il vous plaît. Pourquoi la Commission européenne n'a pas défendu les intérêts européens à ce moment-là? Parce que la Commission européenne, sur ce sujet, est ultralibérale. J'en sais quelque chose, puisque quand j'étais ministre de l'Environnement, j'avais reçu la commissaire à la concurrence qui est venue me voir en me disant « Vous allez être sanctionné parce que nous vous demandons de privatiser les barrages, toute l'hydroélectricité française. » J'ai refusé de privatiser l'hydroélectricité française. La France devait avoir des pénalités. Je me suis opposé aux pénalités en disant « Écoutez, moi, je suis présidente de la COP 21, je dois assumer la transition énergétique. Si jamais vous me mettez une pénalité parce que vous me forcez à privatiser l'hydroélectricité française, ce qui va entraîner une flambée des prix et une dégradation des services, comme on le voit partout. » Mais ça, c'est une décision politique. Est-ce qu'on peut justifier que la Commission européenne est ultralibérale lorsqu'elle est libérale après avoir pris une décision politique? Si on est libéral, il faut l'être à 100%. Et à ce moment-là, il faut sortir du... Non, mais il faudrait faire un rapport de force.
Dernière Il question. ne faut pas subir ça, c'est-à-dire pour continuer sur ce sujet-là, je suis convaincu qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'en imposant, la libre concurrence entre le segment de la production et le segment de la consommation, on a permis sur ce marché l'entrée de spéculateurs qui rachètent et revendent l'électricité sans même la produire, contrairement aux règles d'ailleurs, et donc qui provoquent une hausse des prix de la consommation d'électricité qui ruine les entreprises. Aujourd'hui, par exemple, les boulangers, les PME, etc. Pourquoi il y a des faillites et pourquoi il y a du ralentissement économique ? À cause de la hausse du prix de l'énergie. Pourquoi il y a une baisse du pouvoir d'achat des Français ? À cause de la hausse du prix de l'énergie. Et ce sujet-là, il est entre les mains de la Commission européenne qui nous impose du libéralisme. Il faut absolument faire un rapport de force, puisque nous produisons de l'énergie nucléaire qui est déjà amortie, nous produisons de l'énergie hydroélectrique qui est déjà amortie. On a le sentiment que ce sont seulement des politiques, femmes et hommes, de votre génération politique, si je puis dire, qui ont été aux manettes il y a quelques années, qui ont été ministres il y a 30 ans, vous étiez ministre de l'Environnement déjà, qui disent il faut sortir du marché européen, mais les politiques aujourd'hui ne sont pas du tout dans l'idée d'avoir moins d'Europe, y compris sur le plan énergétique. On parle d'émissions obligatoires verte au sein de la Banque Centrale Européenne. On est obligé d'avancer. Poser la question. Mais c'est pas le problème d'avoir... Quelle est la question ? La question, est-ce logique que la Banque Centrale Européenne émette des titres obligataires verts pour financer la transition écologique ? Oui, ça c'est la finance verte. Encore faut-il que ce soit de la vraie finance. C'est normal que ce soit de l'impression monétaire. Il faut que ça soit de la vraie finance. Il faut que ça soit de la vraie finance finance verte, parce qu'il y a beaucoup de greenwashing dans la finance verte. Moi, j'ai lancé les premières obligations vertes. Les premiers green bonds en France, et j'étais ministre de l'Environnement. La France a été la première à mettre sur le marché des green bonds. Et après, je me suis rendu compte que parfois, c'était du greenwashing, c'est-à-dire que ces emprunts obligataires n'étaient pas forcément tournés vers les investissements environnementaux. Voilà pourquoi je posais cette question. La une de Géostratégie, magazine, auquel vous êtes convié naturellement pour un entretien ou une tribune, si vous le souhaitez. Que se produirait-il si la France quittait l'euro ? Un gros dossier également sur les élections européennes. Merci. Tom Benoît, qui dirige la rédaction de Géostratégie magazine du groupe La Fonte Presse. Dans un instant, Demet Korkmaz de TV5 Monde sur ce plateau. Merci Tom Benoît. Demet Korkmaz avec des sujets internationaux importants. On va revenir sur les commémorations du 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Et on va revenir sur la communication un peu brouillée d'Emmanuel Macron. Il a d'abord dit que la France aurait pu arrêter le génocide, mais qu'il n'y avait pas eu de volonté politique à ce moment-là. Est-ce que, avec le recul, vous estimez que François Mitterrand n'a pas eu la volonté politique d'arrêter le génocide au Rwanda ? D'abord, Emmanuel Macron n'a pas dit cela. Il a dit très exactement cela. Il n'a pas dit cela. C'est l'entourage qui a dit cela. Il n'a pas fait de déclaration de ce niveau-là. Mais la question est plutôt sur François Mitterrand. Oui, mais il faut faire attention. Il faut faire attention, parce que ce qui est important, c'est ce qu'a dit publiquement le président de la République, pas ce que les entourages ont dit avant. Il n'a pas du tout repris cette thèse. Mais lorsqu'on lui a demandé de clarifier sa position et de lever l'ambiguïté, c'est très précisément l'Institut François Mitterrand qui lui a demandé de lever l'ambiguïté, il a refusé de le faire. Quelle est votre analyse ? Vous avez été ministre de François Mitterrand. Il n'a pas dit cela. Quelle est votre analyse aujourd'hui, 30 ans après ? Je demande votre avis à vous. Quelle est votre analyse sur la posture de la France au moment du génocide ? Je pense qu'on ne peut pas dire cela. Qu'on ne peut pas dire quoi ? Ce que vous venez de dire. Qu'on ne peut pas dire que la France n'a pas souhaité arrêter. Oui, je pense qu'on ne peut pas dire cela, oui. Alors, on va passer au Sénégal. Oui. Peut-être que là, vous aurez une réponse un peu plus claire. Vous êtes né, d'ailleurs, au Sénégal. Oui. Aujourd'hui, le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, a la volonté de sortir du franc CFA. Est-ce que pour vous, il faut couper ce cordon ? Est-ce que vous comprenez que les États africains souhaitent sortir du franc CFA ? C'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Non, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui que cette déclaration est faite. Et de la même façon, les BRICS veulent sortir de la domination du dollar. Mais donc, concernant le franc CFA. Attendez. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie question de la relation des monnaies dominantes. Et la question est légitime. Maintenant, est-ce qu'elle est réalisable ? Ça, c'est un autre sujet. Quels sont les impacts et les conséquences économiques et sociales ? Donc, il y a des prises de position politiques qui reflètent une aspiration à l'autonomie. Et ensuite, il y a la mise en œuvre, effectivement, parce qu'on peut aussi rester dans une zone monétaire en négociant les conditions de cette zone monétaire.
voyez, ça c'est peut-être plus opérationnel. Mais Donc, ce qu'il faut retenir du Sénégal, c'est que le processus électoral s'est finalement bien déroulé. Et ça, c'est très important. On va passer à présent, on va revenir en France au JO. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que la cérémonie qui se déroule sur la scène est une bonne idée? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque sécuritaire en France? Le risque est plus élevé que si cette cérémonie d'ouverture se passait au grand stade, c'est évident. Et c'est vrai que l'investissement financier, physique, organisationnel, il devrait être prioritairement pour gagner des médailles. Bon, donc cette dispersion sur les conditions de la cérémonie d'ouverture, c'est vrai que c'est une prise de risque, mais je pense que les Français arrivent toujours à être au niveau de l'événement. J'ai vu combien de fois j'ai vu des organisations internationales où, quelques semaines avant, soi-disant, on n'était pas prêts. Et puis finalement, tout se déroule correctement. Vous pensez qu'on pourra se parce baigner qu'il y a dans un la Seine, potentiel, il y a un vous pensez qu'on pourra potentiel se et baigner dans la d'énergie Seine dans l'ensemble des services publics et dans l'ensemble des entreprises qui sont partenaires, que je crois qu'on sera à la hauteur, que ça va bien se passer. On va pouvoir se baigner dans la Seine, donc. Et j'espère qu'on va... Vous savez que Jacques Chirac disait déjà ça, je sais pas, il y a 30 ans. Oui, mais il l'a pas fait, hein, lui. Ségolène Royal, est-ce que vous pouvez totalement exclure d'être un jour candidate à nouveau à la magistrature suprême? Ou est-ce que ça pourrait vous tenter? Mais je ne vais pas répondre à cette question, là. Je ne vais pas répondre à cette question. Mais pourquoi? Vous savez bien que le système politique est tourné vers cette élection majeure. Je n'ai pas envie de répondre à cette question. Parce que si je dis la moindre chose, on dira, vous voyez, et c'est la caricature de ce qui est insupportable, et de ce qui m'est insupportable chez les autres. Et regardez, on le disait tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas d'alliance à gauche dans l'ensemble des listes? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis leur ego de côté? C'est parce qu'ils pensent tous pouvoir être candidats à l'élection présidentielle. Vous pouvez le croire, ça? Chaque tête de liste, des listes de gauche et écologistes, pense pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Mais c'est insupportable. Au moment où il y a des enjeux aussi considérables par rapport à la redéfinition de ce que l'Europe doit être ou de ce qu'elle ne doit pas être, l'union des gauches était absolument cruciale, ne serait-ce pour qu'il y ait un débat politique et un débat de véritable choix politique sur le rôle de l'Europe et sur le fonctionnement des institutions européennes. Des gauches, est-ce que vous trouvez qu'il y a une personnalité à gauche qui se détache pour pouvoir, au moins d'ici la présidentielle, avoir ce rôle de guide? Par exemple, François Hollande, qu'on voit beaucoup à nouveau dans les médias, qui est, paraît-il, redevenu populaire, en tout cas dans les sondages, les Français le plébiscitent son rôle, peut-être celui d'ancien président plutôt que d'actuel d'ailleurs, mais est-ce que vous pensez, vous, qu'il peut être quelqu'un qui amène à la gauche J'ai pas envie de parler des présidentielles. Alors, sur la gauche en général, c'est insupportable. Les égaux, les anciens présidents qui veulent revenir. Vous voyez, Giscard disait pendant 15 ans qu'il avait pensé pouvoir revenir. Même Sarkozy pense pouvoir revenir. Donc ça, c'est insupportable. Il y a quelqu'un qui émerge pour vous qui pourrait au moins unir? Pour l'instant, non. Non. Mais la question, c'est pas la personnalité qui va être le leader. Quand même. Non, c'est l'union de la gauche. Si la gauche est désunie, de toute façon, il n'y aura personne à la gauche qui sera capable d'être président de la République. C'est impossible. Donc tant que la division des gauches est là, alors donc on nous dit, ils nous disent, non, mais on va se réunir après. Ah bon? Là, vous avez une élection européenne où il y a beaucoup moins d'enjeux finalement, enfin, il y a des enjeux nationaux parce que ce qui compte. Et vous n'êtes pas capable de vous unir? Si Raphaël Glucksmann réussit son parcours aux européennes, il ne devient pas incontournable dans cette route-là vers la présidentielle? Raphaël Glucksmann, on ne l'a pas vu pendant 5 ans. Il a été élu est-ce que les gens savent qu'il a été élu en 2019? Vous l'avez vu pendant 5 ans venir rendre des comptes sur son mandat, parce que ce sont des électeurs nationaux. Vous l'avez vu auprès des mouvements sociaux? On ne l'a pas vu. Donc là, il ressurgit pour retrouver sa place au Parlement européen. Donc il refait le tour de la France. Mais il était où pendant 5 ans? Il était là aux côtés même du mouvement agricole. Il était là au moment des luttes pour contre la réforme des retraites. Alors comment il a émergé dans le débat? Comment a-t-il émergé? Parce qu'il a été choisi par l'appareil du PS. Et même le PS est le seul parti qui n'a pas fait de primaire pour la tête de liste aux élections européennes. Ils viennent donner des leçons de démocratie. Mais ça ne tient pas la route, ça. Une Ségolène Royal très en forme ce matin. J'ai la parole libre. Merci Ségolène Royal d'avoir été l'invitée de Face au Territoire. Raphaël Glucksmann sera à votre place
dans 15 jours sur ce Je plateau. lui demanderais pourquoi il n'est pas venu en France. Elle va dire, je travaille au niveau européen. Ben heureusement, il était payé pour travailler au niveau européen, heureusement. Mais quand on est élu dans un pays, on vient rendre des comptes et on est aux côtés vous voyez, des mouvements sociaux. On ne découvre pas la justice sociale au moment de la... On reprendra cet extrait et on le passera. Vous êtes d'accord ? Des élections, voilà. Merci Ségolène Royal d'avoir été invitée de Face au territoire sur TV5 Monde. Merci Demet Korkmaz. On se retrouve donc jeudi prochain, même heure, même adresse. Les programmes continuent sur TV5 Monde. Au revoir à tous.